RCN. Le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de midi à votre santé. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler des arrêts de travail et des indemnités journalières. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Schwartz, qui est référente technique à la CPAM. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Ça va très très bien aussi. Alors, concernant les arrêts de travail et les indemnités journalières, on entend beaucoup de choses. On va essayer de mettre un peu plus de précision aujourd'hui sur ces questions-là. Tout d'abord, on va commencer par une question qui est d'actualité depuis maintenant 2 ans. Le Covid. Comment ça se passe pour un arrêt de travail quand on a le Covid ? Alors, si on a le Covid et qu'on n'est pas en mesure de télétravailler, les personnes de la brigade vont nous contacter et nous proposer un arrêt de travail. Donc à ce moment-là, ils vont le prescrire, donc selon la durée qui est prévue au moment où il y a l'arrêt de travail. Ou alors, les personnes ont également la possibilité de demander un arrêt sur declaramelie.fr. D'accord, donc concernant les démarches à entamer, on peut aller sur le site Amélie sans forcément aller au cabinet de son médecin, surtout si on est contaminé, quoi. C'est bien conseillé, bien sûr, d'appeler son médecin avant de se déplacer, de ne pas se rendre chez le médecin pour éviter, bien sûr, de propager la contamination, mais bien de passer par soit declaramelie.fr, soit attendre l'appel de la CPAM quand on est bien positif et que on a notre test. Et l'arrêt de travail, il est de combien de temps à peu près Alors actuellement, c'est 7 jours pour une personne vaccinée, qui peut être réduit à 5 jours si la personne a un test négatif au bout de 5 jours. Alors, je tiens à préciser, le Covid, c'est pas forcément là votre cheval de bataille. Vous faites avec l'actualité. Tout à fait. Donc c'est assez changeant en plus. Donc pour vous, c'est pas forcément évident de vous adapter à ces changements-là, quoi. Oui, c'est un peu compliqué, mais on suit. Alors, vous êtes plus particulièrement concerné par les personnes ayant des activités discontinues ou ayant plusieurs employeurs. Quelles sont les problématiques dans ces cas-là ? Alors, concernant ces personnes, il est nécessaire que nous ayons reçu toutes les attestations de salaire de tous les employeurs pour pouvoir procéder à l'indemnisation juste auprès de l'assuré. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aux assurés de se rapprocher des différents employeurs pour s'assurer que les démarches soient bien faites. Et s'il y a des difficultés pour obtenir l'attestation de salaire, nous adresser les 12 derniers bulletins de salaire précédant l'arrêt de travail et une déclaration sur l'honneur indiquant le dernier jour travaillé avant l'arrêt de travail. Donc, pour exemple, vous avez un arrêt le 15 avril 2021, parce qu'on n'a pas encore arrivé à 2022. Donc, 15 avril 2021, la personne va nous lister tout le dernier jour de travail chez chaque employeur avant l'arrêt. Et la période de bulletin de salaire à nous envoyer, ça va être avril 2020 à mars 2021. Voilà. Et avec ceci, nous, on pourra procéder à la vérification des droits et au calcul de l'indemnité journalière. D'où l'importance de bien conserver tous ces bulletins de salaire, parce que j'imagine que s'il en manque 1 ou 2, vous êtes un peu dans la panade. Soit on trouve des droits et on va indemniser quand même la personne, mais l'indemnité sera pas au plus juste. Ça reflètera pas les salaires de la personne, ou alors on n'aura pas les droits et là effectivement ça va compliquer les choses. Comment se fait la période de calcul de l'indemnité en fonction des différents profils que vous rencontrez? On va aborder d'ailleurs ce thème des profils là. Alors concernant les salariés, on va calculer sur les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Pour faire simple, on prend le salaire brut, on fait une moyenne des salaires bruts des 3 mois. On divise par 2, 50%, et on va verser ce montant moins les cotisations sociales, CSG, CRDS, d'accord, par jour. Pour une personne qui va être en activité discontinue, ça va être une moyenne sur 12 mois. Donc, bien sûr, l'indemnité journalière en maladie n'est pas de 100% des salaires, mais bien de 50%, vraiment pour faire simple, des salaires perçus. Alors, si on prend l'exemple d'une personne qui est au SMIC en 35 heures, ça peut représenter à peu près combien ? Le SMIC actuellement, il est à 1300 brut, je crois. À peu près, quelque chose comme ça. Ça va faire sur un mois 650 € auquel on va encore déduire la CSG, la CRDS. D'accord, très très bien. Et donc les différents profils pour les personnes indemnisées que vous rencontrez, quels sont-ils ? Alors au niveau de la CPAM, on va principalement rencontrer des personnes qui sont salariées, les personnes qui sont travailleurs indépendants.
Donc professions libérales et artisans commerçants, et également les personnes au chômage indemnisées. Alors, les personnes qui sont par exemple intermittentes du spectacle, est-ce qu'elles se retrouvent aussi indemnisées Bien sûr, ces personnes font partie, excusez-moi, des activités discontinues. En règle générale, elles ont de multiples employeurs et d'un mois à l'autre, l'activité peut varier. Et justement, c'est quoi la difficulté quand on a de multiples employeurs? Parce que j'imagine, il faut rassembler toutes les pièces avant d'envoyer. Est-ce que vous conseillez ces usagers-là, pardon? Alors, moi, je leur conseille bien sûr de voir avec les différents employeurs, de voir que si les démarches ont été faites, si jamais elles ne sont pas faites, effectivement, là, il faut que les personnes prennent les devants et envoient les 12 bulletins de salaire plus la déclaration sur l'honneur, comme je vous le disais tout à l'heure. Pas forcément contacter dans un premier temps la CPAM, puisque bien sûr, si c'est pour leur répondre qu'on n'a pas les pièces, c'est pas bien intéressant. Mais voilà, faire d'abord le tour des employeurs si on n'est pas payé rapidement, et à ce moment-là, nous envoyer les pièces. Et le délai d'envoi d'arrêt de travail, il est estimé à combien de temps maximum? Alors l'arrêt de travail papier, quand il est fait papier par le médecin, doit être envoyé sous 48 heures. Ça, c'est une obligation légale. Si le médecin le télétransmet, bon, forcément, on va le recevoir sous 48 heures, c'est sûr et certain. Bien sûr, c'est à privilégier. Et le troisième volet sera à fournir aux employeurs. Et sous 48 heures également. Alors, passé ce délai-là, la personne se voit refuser son droit d'être indemnisée. Alors non, pas en totalité. La personne s'expose à des avertissements et à des sanctions, selon sous quel délai elle a envoyé l'arrêt de travail et si c'est une première fois ou une seconde fois. Mais effectivement, il faut être assez vigilant. Alors, lorsque l'assuré est un salarié à temps complet, comment ça se passe pour l'envoi de l'arrêt de travail? Alors, s'il va voir son médecin, que son médecin télétransmet l'arrêt, on va le recevoir nous directement. Et à ce moment-là, son employeur va télétransmettre l'attestation de salaire, qu'on va recevoir également très rapidement, sous 48 heures. Donc le premier paiement peut être très très rapide en fait. Combien de temps à peu près quand vous dites très rapide, une estimation? Si le médecin télétransmet, donc on a l'arrêt sous 2 jours. Ensuite, l'attestation de salaire, si elle est faite sous 5 jours, maximum sous une semaine, 10 jours, le premier paiement peut partir. D'accord. Donc en moins de 2 semaines, l'assuré peut se voir indemnisé si tout a été fait dans les règles et dans le temps. D'accord. Alors, est-ce qu'un employeur peut refuser un arrêt de travail? Alors non, c'est le médecin qui détermine si l'état de santé de l'assuré nécessite un repos. Donc l'employeur ne peut pas refuser un arrêt de travail. Par contre, il peut demander à ce que l'assuré soit contrôlé, donc soit par la caisse primaire d'assurance maladie, donc qui après va entamer certaines démarches, ou alors par un médecin mandaté directement par l'employeur qui après va transmettre ses conclusions à la CPAM. Comment se déroulent ces contrôles? Alors, pour l'assurance maladie, ça peut être fait sur pièce, c'est-à-dire qu'on va vérifier le dossier de l'assuré, puisqu'on va avoir tous les éléments médicaux. Alors, c'est au niveau du service médical que ça se passe, pas à notre niveau directement. Pour tout ce qui va être contrôle employeur, là, ça va être pour nous, ça va être moins clair. C'est vraiment un médecin qui est mandaté, qui va se déplacer au domicile de l'assuré, qui va aller sonner, qui va voir l'assuré ou constater une absence et après nous transmettra ses conclusions. Et à partir de là, le service médical verra s'il doit convoquer l'assuré, le rencontrer ou pas. Et donc ces contrôles-là se font aux heures qui sont dédiées normalement aux heures de travail de l'assuré en question. Alors non, la personne sur son arrêt de travail a des horaires de présence au domicile. Donc le matin, c'est de 9h à 11h et l'après-midi, c'est de 14h à 16h. Donc la personne doit être présente à ces heures-là et donc à ces heures-là se soumet à des contrôles potentiels. Si la personne est absente, soit il faut qu'elle justifie de son absence, par exemple un rendez-vous, je sais pas moi chez kinésithérapeute, c'est tout à fait possible, ou que son médecin par contre lui ait autorisé des horaires libres. Ça c'est une possibilité aussi. Si ça permet l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, il peut ne pas être contraint des horaires de présence au domicile. D'accord. Alors, est-ce qu'un employé peut venir donner un coup de main aux collègues tout en étant en arrêt de travail? Alors ça, non. Si on vient donner un coup de main aux collègues, on n'est plus en arrêt de travail. À ce moment-là, oui, on reprend le travail. On peut pas se permettre de venir donner un coup de main juste pour dire. Donc on peut surpasser la prescription du médecin en disant non, je suis en pleine forme et quel que soit ce qui m'a été prescrit par le médecin, j'irai quand même travailler.
Oui, ça c'est tout à fait possible. Si la personne n'envoie pas son arrêt de travail à l'assurance maladie, elle n'envoie pas à son employeur, on ne peut pas venir vérifier si la personne pense qu'elle peut travailler et qu'elle le fait. Est-ce qu'une période d'arrêt de travail peut être abrégée? Alors oui, tout à fait. En général, les personnes vont quand même en parler avec leur médecin pour voir si elles sont en mesure de reprendre et à ce moment-là, voir aussi avec leur employeur et reprendre le travail de manière anticipée. L'employeur nous enverra une attestation de salaire avec reprise anticipée pour qu'on puisse arrêter les paiements. Alors on est passé là par une grosse période de crise sanitaire sur ces deux dernières années. Est-ce que vous avez quelques chiffres concernant le nombre d'assurés en Meurthe-et-Moselle et le nombre d'arrêts de travail sur les périodes 2019-2021, sachant que 2022 est encore en cours de calcul? Alors, la Meurthe-et-Moselle, ça représente 645 500 assurés sociaux. Ça fait quand même déjà un beau chiffre. En 2019, on a eu 256 000 arrêts maladie pour ces 645 000 personnes. Et en 2021, on est à 326 000 arrêts de travail. Donc, c'est pas forcément le cas, mais on a à peu près la moitié des assurés qui a été en arrêt de travail en 2021. Et est-ce que le Covid a joué un rôle prépondérant dans ces chiffres-là ou Oui, le Covid a joué un rôle. Alors, il n'y a pas que le Covid, bien sûr. Il y a d'autres pathologies, ça n'empêche pas de tomber malade d'autres choses. Mais le Covid a clairement un rôle dans ces chiffres. Et vous, à quel type de contraintes faites-vous face généralement concernant ces sujets-là d'arrêt de travail, d'indemnité journalière? Est-ce qu'il y a des contraintes qui sont récurrentes? Oui, les principales contraintes et les principaux problèmes qu'on peut rencontrer, c'est le retard d'envoi des pièces. Alors, pas forcément les arrêts de travail, mais ce qui va permettre de calculer le droit aux indemnités journalières. Ce que je vous disais, pour les personnes, par exemple, en activité discontinue ou même les personnes au chômage, ce n'est pas automatique, en fait. Il faut vraiment envoyer ces pièces pour qu'on puisse déterminer le droit et le montant de l'indemnité journalière. Et sachant que le délai de paiement de la première indemnité de 2022 est de combien? Là, actuellement, on a 24,23 jours. D'accord. Donc, c'est assez rapide. Après, voilà, c'est une moyenne. C'est une moyenne et le délai maximal de paiement... Ça va dépendre des périodes. C'est vrai qu'actuellement, avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué, sachant qu'après, tout est mis en œuvre aussi pour accélérer le délai quand on commence à accuser un peu de retard. Alors, donc on a parlé des contraintes, on a parlé des employeurs. Concernant les fraudes, il y en a pas tellement au final. C'est pas un sujet qui a une importance fondamentale. Sur les arrêts de travail, non. On a bien sûr des points de vérification. Bien sûr, il y a des obligations. Donc, on va vérifier que les obligations sont bien tenues par les assurés, mais c'est pas non plus le principal, on va dire. La principale source de fraude. Et est-ce que les employeurs parfois viennent se plaindre concernant les arrêts de travail ou ça peut arriver que des employeurs estiment que leur salarié est en arrêt de travail par complaisance. Mais là, effectivement, à ce moment-là, nous, au niveau administratif, on n'est pas là pour en juger. Et de toute façon, nous ne sommes pas là pour en juger. On a un principe de neutralité à respecter. L'employeur, s'il estime qu'il y a un abus, il fait ce qu'il faut pour qu'il y ait un contrôle de mis en place. Et à ce moment-là, ça sera vérifié. Mais ça sera fait de manière objective et médicale. Donc, en fait, le contrôle, c'est le recours ultime qui est à disposition de l'employeur. Oui. Et pour le salarié, si le salarié estime que son arrêt de travail a été mal jugé, est peut-être trop court ou n'a pas été établi, quel recours lui reste-t-il? Si par exemple il est on lui impose une reprise, c'est ça que vous entendez? On lui impose une reprise ou alors le médecin ne lui prescrit pas un arrêt de travail assez conséquent ou pas d'arrêt de travail du tout même. Alors là, à ce moment-là, il va pas y avoir beaucoup de recours. C'est le médecin qui estime si l'état de santé de l'assuré nécessite un arrêt de travail ou non. Donc là, à ce moment-là, nous, à notre niveau, on ne pourra pas intervenir auprès de l'assuré ou auprès du médecin. Ça ne sera pas possible. Par contre, si effectivement l'assuré a une reprise qui est notifiée de la part de la CPAM, ce qui peut arriver, il a toujours des voies de recours. Donc actuellement, c'est un recours auprès de la commission de recours amiable médical.
Très bien. Et donc pour terminer cette émission, comment les usagers peuvent-ils se renseigner sur ces questions-là, et d'ailleurs les employeurs aussi, sur les questions d'arrêt de travail et d'indemnité? Alors sur amélie.fr, il y a une rubrique Mes droits et démarches avec une sous-rubrique les arrêts de travail. Donc il y a énormément d'informations, c'est une mine d'informations. Et sur le compte amélie.fr également, il y a un chatbot où ils peuvent poser des questions pour obtenir des réponses rapides à leurs questions. Très bien. Alors, chers auditeurs, si vous nous écoutez ce midi, n'hésitez pas à aller sur votre site Amélie. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain dans votre émission préférée, donc À votre santé. Merci Nathalie Schwartz. Je rappelle que vous êtes référente technique à la CPAM. Et quant à nous, chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org